Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons donc commencer cette dernière assemblée du cycle Imaginaire des futurs possibles. Pour le mot de bienvenue, j'invite Vincent Baudrier, directeur du théâtre Vidi Lausanne, à venir. Donc bonsoir, on est heureux de vous accueillir même à distance dans le pavillon en bois du théâtre de Vidi à Lausanne pour cette dernière journée du cycle des imaginaires des futurs possibles. C'est un cycle que nous avons inventé avec Dominique Bourg et organisé avec l'Université de Lausanne et la Fondation Zoen. Cette soirée a été précédée de 4 journées pendant lesquelles Dominique Bourg et 2 invités ont animé un séminaire auquel participaient 7 artistes et 7 chercheuses et chercheurs de l'Université de Lausanne qui ont ensemble réfléchi aux questions liées à notre futur. Le soir avait lieu, ici même dans ce pavillon en bois, des assemblées participatives ouvertes au public où on poursuivait des réflexions sur ces sujets. Ensuite, ces 14 séminaristes, chercheuses, chercheurs et artistes ont inventé des formes artistiques et scientifiques que nous voulions partager aujourd'hui avec vous, ici, au Théâtre de Vidi. Il n'a pas été possible de les présenter en public, donc nous vous proposerons certaines de ces formes tout au long de la saison prochaine, et l'une d'entre elles, une composition musicale d'Olivia Pedroli et d'Alexandre Grandjean, une lauda, vous sera proposée à l'issue de la première partie de cette soirée. Bonne soirée. Merci Vincent Baudrier. Voilà, j'en viens maintenant moi à l'organisation de cette assemblée. Donc vous le sachiez, le format est le même que les 3 précédentes. Nous allons donc commencer par la conférence de Sophie Swatton et de Dominique Bourg, comme vous le voyez ici. Une conférence qui va durer grosso modo 40 minutes, suite à laquelle il y aura la possibilité au public de poser des questions auxquelles répondront Dominique et Sophie. Que vous le sachiez, les questions, vous pouvez les poser non pas par oral, c'est-à-dire, comme vous le voyez, vos micros sont coupés, mais vous pouvez les poser dans le chat live, à la fois sur Facebook et sur Zoom. N'hésitez pas à le faire tout au long de la conférence, n'attendez pas à la fin de la conférence, vous pouvez le faire vraiment pendant, on vous invite tous à le faire dès le début. Je serai ensuite votre porte-parole, c'est-à-dire que je vais sélectionner quelques-unes, puisque nous n'aurons qu'une vingtaine de minutes pour les questions, donc je vais sélectionner quelques-unes de ces questions et les poserai donc à votre place. Ensuite, c'est-à-dire le Facebook Live se terminera, mais nous invitons tous les participants Zoom à rester connectés, à n'absolument rien toucher sur leur Zoom. Vous serez ensuite, pour la partie participative, redistribué automatiquement dans des salons virtuels où vous ferez le même exercice que pendant les 3 assemblées précédentes, des exercices participatifs, cette fois-ci pas des tables, mais dans des salons virtuels, autour toujours d'un modérateur qui sera là pour vous aiguiller, vous donner les consignes de l'exercice. Suite à cette participation virtuelle dans ces salons Zoom, nous aurons ensuite une restitution finale, donc vous serez redirigé automatiquement toujours, donc ne touchez rien à votre Zoom, vous serez redirigé automatiquement dans une session plénière comme vous l'avez actuellement, et durant cette restitution finale, nous entendrons l'un après l'autre les modérateurs des différents salons faire la restitution des discussions, des réflexions que vous avez eues aux tables. Et nous clôturerons ensuite cette assemblée et ce cycle avec un mot de la fin par Dominique Bourg. Voilà, j'invite maintenant donc Sophie Swatton et Dominique Bourg à venir pour vous faire cette conférence. Cette conférence s'intitule « Proposition pour un retour sur Terre ». Bonne conférence à vous et à tout à l'heure. Bonsoir, heureux de vous retrouver, fût-ce à distance. Et comme vous savez, notre cycle qui concernait l'effondrement a connu lui-même, à un moment donné, un effondrement. Patatras, les activités économiques se sont arrêtées, le théâtre de Vidi a cessé ses activités. Alors, du coup, c'est quand même assez étonnant d'avoir choisi ce thème et d'avoir vécu ce qu'on a vécu. Et du coup, je vous propose une petite enquête. Comment se fait-il qu'en parlant de l'effondrement,
Eh bien, finalement, au moins, a-t-on assisté à une forme d'effondrement. Premier indice, en février 2019, Vincent Baudrier, Éric Vautrin sont venus nous voir, Sophie et moi, et nous ont proposé ce cycle. À l'époque, je n'ai pas fait attention, mais ils portaient cette chose. Je me suis dit, mais est-ce que c'est un accoutrement propre au théâtre de Vidy? Je n'ai pas bien compris. Puis je n'ai pas fait attention, on a entamé la discussion, et puis on a décidé, d'un commun accord, de faire ce cycle. Ensuite, les choses se sont déroulées normalement. On a eu une première rencontre en octobre, vous le savez, première rencontre à l'issue de laquelle vous avez réfléchi sur le monde post-effondrement, je vous le rappelle. Ensuite, on s'est retrouvés en décembre, de rechef. À 250, vous avez à nouveau réfléchi sur le monde d'après l'effondrement. On s'est retrouvés en février, et puis patatras, nos économies se sont, au moins partiellement, effondrées. Le théâtre a cessé son activité. Alors c'est là que je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, on parle d'effondrement, et le monde s'effondre. Alors, j'ai continué à mener mon enquête, il y a un certain nombre de souvenirs qui me sont revenus. Au mois de décembre, Vincent et Éric nous ont invités, et nous ont servi une soupe de pangolin à la chauve-souris. Ça me paraissait complètement bizarre, je n'ai pas bien compris non plus, je n'ai pas tellement aimé ça. Sophie en a mangé beaucoup, mais bon, moi pas du tout. Et ensuite, début janvier, Antoinette Trichner publie un roman qui s'appelle « Après le monde ». Deuxième signal tout à fait curieux. Et là, je me suis mis à me remémorer une théorie qu'on appelle la théorie de l'anticipation littéraire. Je vais vous donner un exemple très connu, qui n'est pas sans lien avec notre thème d'ailleurs. Un exemple qui concerne le naufrage en 1912 du Titanic. Je ne sais pas si vous le savez, mais avant le naufrage, bien sûr, sinon ça n'aurait aucun intérêt, avant le naufrage, il y a eu 3 anticipations littéraires. L'une de ces anticipations s'appelait même, je crois, le Titan. Et c'était le nom du bateau qui, dans la nouvelle, connaissait un naufrage en percutant un iceberg. Et pire que ça, l'auteur de cette nouvelle a longtemps hésité, il portait sur lui un billet pour ce fameux voyage fatal du Titanic, et finalement, il a fini par embarquer et il est mort noyé. Alors là, j'ai tout compris. Effectivement, nous étions dans un cas d'anticipation littéraire. Et vous l'avez remarqué, ça n'a pas été après le monde, mais en tout cas, en mars et en avril, c'est carrément l'Europe entière qui s'est transformée en Vidy. Et l'Europe entière a réfléchi à des scénarios sur le monde d'après. Désolé Antoinette, mais j'imagine que c'était fait exprès. Et nous y sommes. Nous y sommes, et nous sommes justement, précisément, et c'est un peu le message qu'on a essayé de faire passer pendant tout ce cycle, nous sommes précisément sur le Titanic. On vous l'a dit de très nombreuses fois, en fait, qu'est-ce qui a caractérisé le Titanic? C'est lorsque le capitaine a fini par percevoir l'iceberg, et je vous assure que nos politiciens n'ont toujours pas aperçu l'iceberg. Eh bien, quand le capitaine l'a perçu, évidemment, compte tenu de l'inertie de la trajectoire d'un tel navire, il n'était plus possible d'éviter l'iceberg. Et c'est à peu de choses près la situation dans laquelle on se trouve.
Vous le savez, nous avons d'ores et déjà décidé que la température augmenterait en 2040 par rapport à la fin du XIXe siècle de 2 degrés. Au jour d'aujourd'hui, elle a augmenté d'1,1 degré. Les services de modélisation anglais nous disent qu'on pourrait peut-être même être 1,5 degré dès 2024. Vous le savez aussi, le vivant s'effondre autour de nous. Et ça, nous ne pouvons plus l'enrayer. Qu'on le veuille ou non, nous sommes entrés dans la phase 2 de l'Anthropocène, c'est-à-dire après 70 années de dégradation massive du système Terre, nous commençons à en recevoir l'effet boomerang. Mais attention, ce que je dis là, c'est en aucun cas une incitation à l'inaction. Heurter l'iceberg à toute vitesse, c'est la mort assurée. Le heurter, à moindre vitesse, avec une trajectoire légèrement déviée, eh bien, c'est la possibilité qui nous reste. Et il serait quand même absolument utile, celle-là, qu'on ne la manque pas. Et j'imagine que dans quelques semaines, vous serez rassurés par la nouvelle loi fédérale sur le CO2. À chacun ses illusions. Bien, donc je suis censée rebondir. À toi, ma chère Sophie. Là, sur le Titanic. Sur le donc, Titanic. je vais essayer de rebondir sur l'iceberg, effectivement. Oui, et peut-être que ce qui a changé, donc, dans ce que tu viens de dire, hein, on est dans une étape 2. Jean-Pierre Dupuy disait toujours qu'il fallait enfin croire ce que l'on sait. Là, c'est un petit peu trop tard, hein, donc il faut peut-être agir en fonction de ce qu'on sait. Maintenant, oui. Et du coup, se pose, tu parlais d'inaction, peut-être la question des savoirs engagés. La question qui est venue de la rue aussi, de ces nouveaux mouvements sociaux, de ces grèves pour le climat, etc. Mais cette idée d'engagement, on connaît bien la Fondation Zoën, puisque c'est un des piliers aussi de la Fondation sur l'engagement, c'est comment est-ce qu'on revient sur cette question de neutralité axiologique, je vais te faire bondir, et de se dire, mais au fond, on le sait tout ça, Dominique, tu le dis depuis des années, maintenant je me retrouve à l'enseigner. Nous sommes très nombreux à le dire depuis des décennies. Vous le dites depuis des décennies, Meadows, etc. On remonte même à Carson, Rachel Carson, dans les années 62, sur l'apparition de son livre. Et du coup, on se pose encore la question de, voilà, comment passe-t-on de l'information à l'action, puisqu'on le sait tout ça. Et dans cet engagement, puisqu'on parle de savoir engagé, ce n'est pas simplement la science et le scientifique, puisque cette neutralité axiologique, bon, elle est un petit peu terminée, mais en même temps, on a besoin des savoirs. Il ne s'agit pas de devenir platiste, hein, n'est-ce pas, de penser que la science n'a plus rien à nous apporter. Donc au contraire, c'est compte tenu des apports de la science et de ce qu'on sait maintenant, comment le traduire effectivement bientôt par une loi CO2 au niveau politique. Mais l'art, et c'était aussi à l'origine de ce cycle de conférences, et on n'a pas arrêté d'interpeller les auteurs, les artistes, pour dire on a besoin de vous, pour, au-delà des mots et des chiffres, arriver à faire en sorte que cette traduction se fasse en termes artistiques aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des savoirs engagés pour des scientifiques, d'être capable d'enseigner des horreurs et en même temps d'essayer d'agir dans la société civile pour essayer de créer, de participer à ces mouvements, sans être accusé de subjectivisme ou de faillir à cette neutralité axiologique qu'on est quand même supposé aussi avoir. Et puis en même temps, au niveau artistique, comment, et c'est ce qui a été aussi évoqué ce matin avec les Auréliens en tout cas, sur comment informer sans que ce soit un tue-théâtre non plus. Donc comment arriver à restituer dans ce monde d'après, après le monde plutôt, après le monde, bien plus joli aussi, pour arriver à rendre ça. Et du coup, on est peut-être d'accord sur le fait que, pour revenir du coup à Dupuy ou savoir ce que l'on sait vraiment, c'est que cette fois-ci, on n'a plus le choix. Et on a eu un petit aperçu avec le Covid, hein, que pour une fois, dans notre chair, on commençait à ressentir les effets de ce que pourrait être une forme d'effondrement. Et ce mot a été prononcé plusieurs fois aujourd'hui. La base de tout ça, c'est d'avoir une vraie bonne paire de lunettes sur ce qui nous arrive. Alors, le Titanic, on est dedans, mais avec un iceberg, et que ce qu'on a vécu avec cet effondrement sanitaire économique n'est que le début
pas très agréable ce qu'on raconte, mais le début d'autres scénarios d'effondrement. D'autres difficultés. Oui. Et alors peut-être que ce qui serait bien, peut-être pour la suite, que tu reprennes aussi, je dirais, la balle au bond, si j'ose dire, c'est peut-être justement de revenir sur ce qui fait la base de cette prise de conscience et sur ce qui est l'effondrement. L'effondrement ou les effondrements, parce qu'il y a eu des débats, il y a plusieurs approches, historiques, émotionnelles, etc. Donc, sur quoi on doit se mettre d'accord, Dominique? Et quand on parle d'effondrement, nous, que ce soit les scientifiques, les artistes engagés, de quoi est-ce qu'on parle au fond? Merci Sophie, je reprends l'iceberg au bon. Je te laisse. Et donc effectivement, et on l'a vu d'ailleurs justement avec ce qui nous est arrivé les mois derniers, un petit peu dans le petit monde de la collapso, beaucoup d'amis s'y sont crus. Ils se sont dit, ça y est, nous sommes en train de nous effondrer. Dieu merci, ça n'a pas été le cas, mais je crois justement que c'est l'occasion de bien distinguer l'idée d'une espèce d'effondrement au singulier avec un E majuscule, et en fait ce qui a commencé à nous arriver, et ce qui très probablement, alors avec parfois des facteurs très différents, se reproduira sous d'autres formes, c'est-à-dire des effondrements avec un petit E et avec des S cette fois-ci. Pour ma part, je n'ai jamais cru dans l'effondrement. L'idée d'imaginer qu'au même moment, sur toute la planète, l'ensemble des sociétés allaient s'effriter, dégringoler, et que tous les supermarchés, y compris là où il n'y en avait pas, eh bien, allaient en quelque sorte du jour au lendemain être vides, c'est pas quelque chose qui paraît très sérieux, et en fait, c'est le plaquage d'une modélisation du système Terre à une réalité historique qui, par définition, est très diverse, très contrastée, où vous ne pouvez pas avoir tous les phénomènes qui se produisent à l'unisson sur l'ensemble de la Terre. Et là, j'en profite pour vous inviter à lire 2 ouvrages qui paraîtront dans l'année, de Gabriel, puisque Gabriel, vous l'avez entendu très souvent, si la caméra pouvait se porter sur lui, un petit moment, de Gabriel Sanaro, qui sortira 2 livres, un sur justement les effondrements aux éditions de l'Air, et un autre aux Presses universitaires de France, dans une collection dont je m'occupe, qui s'appellera Aux origines de l'effondrement, où Gabriel va commenter, si vous voulez, à la fois le rapport Meadows et puis 2 articles très célèbres d'un physicien qui s'appelle Turner et qui est vraiment derrière cette idée d'une sorte d'effondrement avec une majuscule et au singulier. Et vous verrez comment, eh bien précisément, il démonte cette hypothèse de façon très fondée. Je vous laisse découvrir ces livres. Mais je crois que c'est très important de bien faire la distinction entre les deux. En fait, vous l'avez vu, on est sous une triple pression, en fait. Pression physique, ça n'exclut pas des pressions morales, des pressions politiques, mais sous une triple pression physique et biologique, celle du vivant qui s'effondre autour de nous, on l'a dit de multiples fois, je ne vais pas vous redonner les chiffres. Et justement, on en a vécu quelque chose d'assez extraordinaire, parce que l'autre pression dont je vais parler, c'est le climat. Le climat, il y a une base physique qu'on peut modéliser, on peut calculer, on sait quelle est la trajectoire, grosso modo, climatique dans laquelle nous nous enfonçons. Et au moins pour les 30 prochaines années, on a une idée relativement précise, parce qu'elle est déjà en quelque sorte engagée. Autant ce qui concerne le vivant, l'effondrement de la biodiversité, on ne peut pas le modéliser, on ne peut pas le calculer, et on est en quelque sorte presque destiné, pourrait-on dire, à être surpris. En dehors d'Éric et Vincent, personne ne portait un masque en Europe en février dernier. Personne ne pouvait savoir que l'on serait confronté à ce virus. Et nous aurons d'autres problèmes qui procéderont de la destruction du vivant à laquelle nous nous employons de façon absolument intense et obstinée depuis quelques décennies. L'autre facteur, vous le savez, c'est effectivement le changement du climat. Et là aussi, nous sommes rentrés dans les décennies boomerang. Vous le savez, depuis 2018, on ne connaît plus que 2 saisons, en gros, dans l'hémisphère nord. Une saison tiède, ce qu'on appelait autrefois l'hiver, un bout d'automne et un bout de printemps, et une saison chaude,
d'avril pratiquement à novembre, avec parfois des canicules qui peuvent arriver à plusieurs endroits, des accès de fièvre, mais sur un fond de chaleur continue. Et on sait qu'une des conséquences de cela, outre les interactions avec le monde vivant dont je parlais tout à l'heure, ça sera très probablement l'affaiblissement, déjà dans la décennie, de nos capacités de production alimentaire. Je vous rappelle qu'en Australie, cette année 2019-2020, la récolte de sorgho et la récolte de riz ont diminué par rapport aux années précédentes de 66% en raison de la chaleur et de la sécheresse. Nous aurons des problèmes avec les ressources, etc. Et effectivement, toutes ces difficultés-là vont infliger des chocs à nos sociétés, qui pourront certains peut-être être spectaculaires, avoir des effets plus ou moins variables, mais ça y est, nous sommes enfoncés dans ce tunnel. La seule chose qui nous reste, c'est de ne pas aller jusqu'au bout du tunnel, parce que là, effectivement, la conséquence serait une réduction drastique de l'habitabilité de la Terre. Donc ça y est, nous sommes dans la phase 2 de l'Anthropocène. Et donc, nos sociétés continueront à subir des chocs. Ça, c'est aujourd'hui une certitude. Et effectivement, comme moi, vous le constatez, cette certitude n'opère pas beaucoup d'effets économiques et politiques. Et évidemment, tout le monde parle du monde d'après, mais vous savez que le monde d'après, il risque de ressembler quand même furieusement à celui d'avant, à cette différence près qu'il essuiera ces fameux chocs successifs. Oui, et donc des chocs qui provoqueraient une forme d'heuristique de la peur, pour le coup. Alors, de la justifier dans un stade 2, le passage, on a entendu ce matin aussi du doux rêveur au dictateur. On va peut-être éviter cette phase-là, non? Oui, il vaudrait mieux. Et ça sera peut-être pas mal. Et justement, par cette idée de peur et les effondrements dont tu parles, économiques, politiques, on les a entendus aussi cet après-midi, ils étaient au cœur de l'action et de la création littéraire, sur des effondrements intérieurs. Et là, c'est sur tout l'aspect dont on parle peut-être moins aussi, émotionnel, et qui est indispensable d'être pris en compte, puisque justement, dans ce que tu dis, on ne l'entend pas. Et pour ne pas dire le maigre avantage de ce qu'on a pu vivre avec le Covid, c'est que pour la première fois, on a pu le ressentir la peur, ressentir peut-être les problèmes d'alimentation, peut-être les problèmes en plus des problèmes économiques bien sûr, mais de qu'est-ce que ça fait d'être confiné, qu'est-ce que ça fait de se sentir limité dans son action, dans sa liberté. Et dans la collapsologie, peut-être qu'on n'insiste pas assez sur le fait que c'est pas juste de faire peur aux gens, dans ce qu'on entend, ou on l'a vu également de se réjouir d'une récession. Moi j'ai entendu ça y est, vous êtes content, vous l'avez, vos effondrements. Non, on n'est pas content, et c'est pas pareil la récession de l'effondrement, ça n'a rien à voir. Et la décroissance n'est pas la récession, et la décroissance n'est pas un effondrement, mais on ne peut pas ne pas tenir compte des effondrements qui sont là, puis qui vont arriver, et sous d'autres formes. Et de fait, il est absolument inhumain d'avoir ce genre d'informations sans pouvoir avoir des espaces parallèlement pour les traduire et pour pouvoir les exprimer. Et c'est là où la perspective de comment on passe de la peur à la joie, on est quand même sur une variation un petit peu compliquée. Donc, ce qui suppose d'inclure la colère, le déni, bien sûr, mais d'avoir des outils comme l'éco-psychologie, on l'a vu avec Sarah aussi, et des espaces de libération de ces émotions pour que finalement on puisse arriver à cette fameuse résilience. Et au fond, la résilience, c'est quoi? C'est l'opposé de la tyrannie bienveillante, c'est pas du tout ça, mais c'est comment redécouvrir une liberté qui ne soit pas que perçue sous une forme économique, ta liberté de consommer plus ou moins qui sera absolument entravée, y compris par les 4x4 en ville, mais une liberté peut-être intérieure d'arriver à surmonter ces effondrements. Et peut-être d'oser aussi, et on l'a vu dans tous les zooms qu'on a pu avoir, de se voir dans nos cuisines, dans les chambres, dans des espaces, de partager une intimité. C'est de pouvoir aussi créer dans l'espace public des possibilités, comme on le fait là, de pouvoir exprimer aussi un ressenti et une traduction émotionnelle de tous ces faits, de tous ces chiffres et de toute cette connaissance dont on sait qu'elle va arriver. Et alors se pose la question effectivement de la transition intérieure,
Et pourquoi, Dominique? Pour faire des actions, quand même. On est d'accord. Le but, oui. c'est pas juste qu'on exprime ça. C'est quand même, et on l'a vu avec l'après, mais il n'y a jamais eu autant de tribunes. L'appel du 4 mai, du 5 mai, oui, des tribunes de partout qui fleurissaient pour inviter un monde d'après. On a vu énormément de choses. Et on peut dire qu'avec notre ami Pablo, on a aussi travaillé, confiné, et toute une équipe de 7 chercheurs, à faire des propositions, dont Retour sur Terre. Et peut-être, puisque c'est toi qui as été l'artisan de cette coordination entre nous, peut-être qu'on peut essayer de présenter ces Retours sur Terre. Ok, Sophie. Alors, juste avant de le présenter, je voudrais revenir sur ce que tu as dit, c'est-à-dire la dictature, etc. S'il y a vraiment quelque chose qui ne peut pas être écologique, contrairement à ce que certains racontent, c'est précisément une dictature. Le propre d'une dictature, c'est de réserver la jouissance d'un certain nombre de biens, dont les libertés, à un nombre très restreint d'individus. Et effectivement, si on n'agit pas face aux difficultés qui nous menacent, eh bien, c'est un horizon quasi certain. Le fait qu'en utilisant la puissance, on va condamner le grand nombre à la misère pour épargner le petit nombre et continuer à permettre une certaine forme de consommation pour un petit nombre. Et par ailleurs, comme vous le savez, en général, le tempérament du dictateur ne l'incline ni à la générosité, ni à la philanthropie, ni à l'égalité, par définition. Donc, dictature écologique, c'est une expression qui est au mieux un oxymore. C'est-à-dire, c'est une totale contradiction. Et en fait, le choix que l'on a aujourd'hui, et c'est pas facile de comprendre ça, le choix que l'on a aujourd'hui, eh bien, c'est soit la dystopie, elle est en cours, et c'est le Titanic dont nous sommes partis, soit l'utopie. Alors, l'utopie, entendons-nous bien, c'est pas le rêve, en l'occurrence, une utopie écologique, c'est pas le rêve d'une liberté débridée. Ce n'est pas le rêve d'une infinité de biens. C'est rigoureusement l'inverse. C'est le rêve de citoyens bien informés, honnêtes, intelligents, décidés à prendre le taureau par les cornes pour construire un ordre social juste et compatible avec le système Terre que nous commençons aujourd'hui à confronter. Alors évidemment, ça, c'est de l'utopie. Or, soit on essaie de construire cette utopie-là, soit nous aurons, je le répète, une affreuse dystopie. Il n'y a pas de choix intermédiaire possible. Ce sera l'un ou l'autre. Alors, c'est en fait, on a essayé de proposer à 7, donc avec Sophie, avec Pablo, Gauthier Chapelle, Philippe Desbrosses, qui est un agronome et un paysan, avec Xavier Riccardanata, qui est un anthropologue, un philosophe et un haut fonctionnaire français, avec Johan Chapoutot, qui est un historien spécialiste du nazisme. Donc, vous voyez qu'on n'a pas tellement de tropisme de ce côté-là. Au contraire, on a un excellent frein. Et on s'est posé la question suivante, qu'est-ce qu'il conviendrait de faire pour construire une société qui ne serait pas condamnée à percuter assez rapidement l'iceberg? Et c'est là qu'on a besoin de l'intelligence, de la générosité, des connaissances des citoyens. Et c'est peut-être ce qu'on peut appeler une utopie. Alors, juste une des mesures pour vous montrer qu'on n'est pas dans la liberté débridée et on n'est pas dans la liberté des modernes, ça qui consiste à dire que tout ce qui vient entraver ma volonté est quelque chose d'absolument insupportable, à commencer par l'existence d'autrui. Non, ce n'est pas du tout ce qu'on propose. Et on propose des mesures qui touchent à l'économie, qui touchent aux institutions et qui touchent à la construction d'un nouvel ordre international. Donc, vous voyez, on ne s'est pas mouché du pied, hein. On essaie de couvrir le spectre, et la mesure phare est une mesure qui, vous allez le voir, va soulever l'enthousiasme des foules,
Parce que quels sont nos problèmes? Pourquoi on va dans l'iceberg? C'est tout simple. Ce sont nos consommations. Je vous donne un chiffre que vous connaissez déjà, on l'a répété ici plusieurs fois, mais les 10% les plus riches de la planète émettent 50% des gaz à effet de serre. Les 50% les plus pauvres n'émettent que 10%. On voit bien que si vous avez une dictature, ça ne changera rien. Ce sera toujours les 10% qui consommeront plus, mais les autres consommeront encore moins. Ce n'est pas exactement ce que l'on souhaite. Et donc, si on veut, si vous voulez, arrêter de détruire le système Terre, eh bien, il faut arrêter, en tout cas, baisser drastiquement la hauteur des flux de matière et des flux d'énergie, qui fait qu'on détruit et le vivant et le climat. Et donc ça, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de limiter les consommations finales. Et donc on propose des quotas. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, toutes nos consommations finales, alors aujourd'hui, comme à peu près 80% d'énergie primaire qu'on consomme au monde est d'origine fossile, quand on joue sur le carbone, on va à peu près jouer sur les autres consommations, mais l'idée, c'est quand même d'avoir des indicateurs un petit peu plus complexes, c'est sur 10 ans, de faire ce que nous demande le GIEC, c'est-à-dire à l'échelle, là il faudrait le développer et l'appliquer à l'échelle nationale, ça serait plus, à l'échelle internationale, ça serait divisé en 10 ans de 58%, réduire de 58% les émissions mondiales. Pour un pays comme la Suisse, ça serait un peu plus fort. Et pour l'empreinte écologique, en gros, ça serait en 10 ans, effectivement, de la baisser de moitié, d'arriver à une empreinte écologique d'une planète et demie. Pour ensuite, évidemment, passer même sous une planète, compte tenu du fait qu'on la détruit, il va falloir qu'on laisse et qu'on permette aux écosystèmes et aux vivants de manière générale de se régénérer. Et donc, si vous voulez le faire d'une façon juste, et surtout dans des sociétés où vous voyez le bas des classes moyennes qui commence à s'effondrer, si vous jouez sur une taxe carbone, elle sera indemne pour les hauts revenus, en tout cas avec un effet extrêmement faible. En revanche, elle serait très impactante pour la partie de la population qui consomme le moins. En revanche, si vous avez des quotas, évidemment, qui vont se resserrer de façon progressive, assez vite, ceux qui ont l'habitude de détruire le plus, bah, évidemment, ils vont être plus contraints que les autres, puis au bout d'un moment, c'est un peu tout le monde qui va être contraint. Et en fait, on a une expérience très intéressante des quotas, je crois de 41 ou 42 jusqu'à 50 en Angleterre. En fait, c'est la période où les indicateurs de bien-être chez nos amis anglais ont été les plus élevés. Étonnant, non? Parce qu'on a un instrument qui serait très juste. Quand vous êtes très riche, vous vous donnez un droit de détruire, dont vous serez d'ailleurs vous-même victime. Et là, vous avez une sorte d'ordre qui s'impose pour les consommations matérielles. Si vous voulez aller au théâtre, aucun problème. Si vous y allez à pied, si vous voulez aller chez votre psychiatre, aucun problème. Bon. Mais en revanche, pour les consommations les plus destructrices, oui, elles seront petit à petit resserrées et d'une façon telle que, en fait, vous changez petit à petit, tout simplement, de civilisation. C'est tout simple. Des quotas comme ça draineraient derrière eux une réforme quasi automatique, non seulement évidemment du système de consommation, mais tout de suite derrière du système de production. Si vous achetez un bien, soit fait essentiellement en matière secondaire, donc première recyclée, soit avec une matière première biosourcée, évidemment produite en agroécologie, l'impact carbone, l'impact en termes d'empreinte écologique est beaucoup plus faible. Et tout ce qui est vertueux dans la manière de produire sera immédiatement et massivement extrêmement encouragé. C'est un instrument de changement extrêmement fort. Et malheureusement, compte tenu de notre degré de destructivité, tout à l'heure, il nous était rappelé que l'été dernier, il y a eu un jour record en termes d'avions, où vous avez eu 200 000 vols dans une seule journée. N'oubliez pas qu'un vol Seattle-Le Caire, c'est l'équivalent de l'édification de toutes les pyramides de Gizeh.
200 000 pyramides en une journée. Vous imaginez la déprime de Khéops et de Képhren. On est dans cette folie et on ne s'en rend même plus compte. Il faut, si l'on veut se sauver, nous extraire le plus rapidement possible de cette folie. N'est-ce pas, Sophie ? Je suis d'accord. Et c'est bien pour ça que dans les propositions, c'était une mesure parmi 35 autres, on va dire. C'est pour vous donner une idée de l'ambition du programme et surtout de la cohérence d'ensemble qui était de dire que si on ne part pas toujours de ce constat, ça ne se comprend pas, bien évidemment. Donc il y avait aussi une partie d'idéalité, si j'ose dire, des mesures à la fois idéales qui ne prenaient pas en compte, évidemment, les situations un peu plus compliquées, difficiles, les frictions, et puis les théories des complots non plus, les théories de l'information. On a fait abstraction d'un certain nombre d'informations, mais en supposant, sur la base de ce qu'on connaissait, donc des mesures économiques. Il y avait aussi des mesures comme portant sur l'agriculture décarbonée, importante, avec 20-30% de la population active, qui devrait être aussi dans les champs, parce qu'on sait que quand il y a des problèmes de sécheresse, d'eau, qui ont aussi été rappelés, avec des millions de personnes qui n'auront plus accès bientôt, et bientôt aussi, ce qui a été rappelé, c'est que ce n'est pas simplement nos petits-enfants, c'est passé à nos enfants et puis à nous-mêmes. Donc on est vraiment dans 20 ans, 30 ans. C'est vraiment un très court terme. Dans la décennie. Dans la décennie. Les 2 degrés, c'est de 2040. 2040. Donc, même le scénario 1.5... Ça pourrait être 2024. Ça pourrait être 2024. Donc, ça pourrait. Ça pourrait. Donc, voilà, cette agriculture, par exemple, décarbonée, elle est intéressante, elle est importante en mesure aussi, parce que quand on a des telles variations et un réchauffement climatique, plus la destruction des écosystèmes, on sait que ce qui menace derrière, c'est de la famine, tout simplement. Et ça, par défaut, là, si on n'est pas émotionnellement touché par ça et qu'on ne comprend pas, ça devient compliqué. Ouais. Donc, nos mesures, ne peuvent se comprendre que par cet état de fait. Alors, une mesure, l'agriculture décarbonée, alors bien sûr, le revenu de transition écologique, j'étais censée en parler, donc une mesure de soutien à des activités qui font déjà le travail, grosso modo. Et cette mesure, et j'insiste, ne se comprend pas si on n'a pas adhéré à cette idée des limites planétaires. Ce n'est pas une mesure qui tombe du ciel, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir déjà celles et ceux qui sont en train de s'épuiser, qui produisent, qui font de l'agroécologie, et puis pas simplement, les artistes, on ne cite jamais assez dans les exemples aussi, qui prennent en compte justement ces scénarios importants d'information et de création artistique aussi par rapport à l'environnement. Et donc c'est comment, dans ces différentes mesures, on doit à terme, si je résume un peu l'ensemble des mesures aussi, puisqu'il y avait des propositions aussi de réviser le statut des entreprises, c'est comment est-ce qu'on relocalise l'économie. Et ça, on en a énormément entendu parler aujourd'hui, tu vois, avec les masques que tu avais, c'était quand même bizarre qu'on ait des masques produits en Chine, du gel aussi, et donc de se dire, mais comment est-ce qu'on peut refaire pour avoir sous le coude, si j'ose dire, les produits de première nécessité dont on a besoin pour assurer notre survie sur place aussi, et puis sans ériger des murs. Et peut-être un dernier mot au niveau plus général, c'est qu'il y a des mesures, comme tu l'as dit, économiques, il y a des mesures aussi institutionnelles, parce que l'économie sans le soutien politique, ça ne marchera pas. Et puis enfin, des mesures de convergence nationale, parce que même si internationale, si on fait tout très bien en Suisse, on est loin du compte, mais voilà, quand même, on sait que nos émissions, on est à 1 millième par rapport aux émissions mondiales. Donc ça donne aussi une idée que sans la Chine, sans l'Inde, sans les États-Unis, et sans une convergence après de ces mesures à niveau international, ça risque d'être compliqué. Mais ce qui veut dire aussi que les mesures, bien évidemment, elles ne peuvent pas s'implanter au même rythme. Certaines peuvent être mises en œuvre très rapidement, comme des mesures de soutien, ou de peut-être arrêter le pesticide ou les glyphosates. D'autres, les quotas, on sait qu'on devrait les faire immédiatement, mais ça risque de prendre un peu plus de temps pour les mettre en œuvre, y compris pour la réforme du statut de l'élu, en tout cas si ça concerne la partie française. Et voilà. Alors peut-être juste un mot sur les processus, pour vous apporter aussi un petit témoignage de la manière dont on a fonctionné. Il y avait aussi Gauthier Chapelle, qui est le co-auteur aussi de Pablo. Et au fond, ce qu'il y a d'important, c'est que venant toutes d'horizons différents,
J'étais quand même la seule femme. Sur 7, oui. Sur 7. C'est pas la parité. C'était pas vraiment la parité pour voilà. Alors je tiens au nom des femmes à dire que bon, malheureusement ça s'est fait comme ça, mais ils ont été très sympathiques. Et donc au point que Dominique, qui n'aime pas tellement l'écriture inclusive. Et l'écriture inclusive et que moi j'affectionne, donc on avait pris le parti de quelquefois faire tout féminin ou tout masculin. Voilà. Donc avec mes copines, c'était très sympa. En plus Dominique c'est facile pour le prénom, ça peut faire de l'ego. Et du coup voilà, ils ont été très sympathiques sur le fait que je me suis sentie complètement dans cette idée d'après le monde, complètement intégrée à part entière en tant que femme. Et donc le genre, je peux témoigner que c'était juste une question de... Voilà, c'était pas voulu qu'il y ait peu de femmes. Et du coup, je conclurai, avant peut-être d'aborder, je ne sais pas si on a le temps en quelques minutes, la dernière thématique, mais sur cette idée, au fond, ce qui importe, c'est peut-être d'être d'accord qu'on n'est pas d'accord et de partager une vision du monde, en fait, parallèle. Et quand on partage les informations, des valeurs, et puis cette idée de construire différemment, même si on ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas pourquoi, le poulpe, pourquoi, on ne sait pas, mais on a envie de faire. Et je crois qu'il faut pouvoir se donner le droit à l'erreur, mais l'erreur par l'expérimentation, sinon on n'apprendra pas. Donc on apprenne de nos erreurs passées, pas pour se flageller ou se dire que c'était pas bien, mais pour se dire on partage une vision en tout cas de ce qu'on veut pas et une vision du monde qu'on veut. Pas parce qu'on est un fanat des quotas, mais parce qu'on sait qu'on va pas avoir le choix. Par contre, on est fan de notre monde, de la poésie, du beau, et comment cette vision, on peut ensemble la partager, la co-créer. Et c'est là où on a terminé en se disant mais au fond ce qu'on veut c'est une nouvelle civilisation. Et donc ces mesures ne peuvent pas se comprendre si on n'est pas dans cet après-le-monde, dans cette nouveau cap de civilisation où on essaie de nourrir en fait cette vision. Et du coup, une autre thématique pourrait être de dire, mais au fond, et ça a été abordé cet après-midi, la spiritualité, la religion, c'est des thématiques aussi importantes. Comment est-ce qu'on peut y recourir ? Qu'est-ce qu'elles peuvent aussi nourrir en nous, autrement que de la consommation et des bières et d'un couscous délicieux. Voilà. Comment est-ce qu'on pourrait aborder peut-être cette thématique, la spiritualité, dans cette nouvelle civilisation ? Alors, parce qu'on y travaille. Je vais essayer d'apporter une forme de réponse. Et cette réponse, elle va consister à ne pas opposer justement les aspects spirituels et les aspects matériels. Mais juste avant, puisqu'on a fait une petite page de publicité pour Gabriel, on va quand même en faire une pour nous. Notre livre sort en librairie le 17 juin. Il y a un contrat déjà qui est signé pour une traduction chez Polity, donc marché américain, marché anglais, une en espagnol qui est en cours. Donc on a, voilà, et on l'a diffusé par le web. Il y a eu pas mal de téléchargements et c'est pour ça qu'il passe en livre. Je ferme la parenthèse. Bien, en fait, on a tendance à opposer ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Or, en fait, ça n'a pas de sens. Parce qu'on peut donner au mot spiritualité un sens qui est assez facile à comprendre. La spiritualité, c'est ce qui apparaît dans une société donnée comme le mode dominant de réalisation de sa propre humanité. Si on va du côté de nos amis amérindiens, développer son humanité, c'est développer sa relation à la forêt, aux esprits qui la peuplent, etc. Pour Achille, développer sa propre humanité, c'était arriver à l'immortalité par la gloire militaire, etc. Pour les chrétiens, c'était le salut, etc. Et en fait, aujourd'hui, pour nous, c'est très clair. Dans les sociétés occidentales modernes, alors ça devient un peu moins vrai aujourd'hui, mais ça a été très très vrai, réaliser son humanité, se réaliser soi-même, c'était posséder. Posséder des objets. Et dans les objets, on peut y ranger les êtres vivants, sa famille, sa compagne, son compagnon, etc. Bon. Et donc, c'était par la possession qu'on réalisait sa propre humanité. Et d'ailleurs, j'ai lu ces derniers temps un magnifique livre d'un chaman amérindien qui s'appelle La chute du ciel, de David Kopenawa, qui est un Yanomami. Il lui était très fasciné. Vous savez, la grande différence entre les Occidentaux et nous,
c'est que les Occidentaux sont des fans d'objets. Ils ne vivent que pour les objets. Et en général, ils meurent avec. Et ils ne les partagent que très rarement. Alors disait-il, nous autres, on a très peu d'objets, mais on les donne. Et ce qui nous intéresse, ce sont les autres êtres humains. Donc effectivement, le consumérisme, c'est la spiritualité classique, celle qui est enseignée dans les écoles, partout, de l'être humain occidental. Évidemment, cette spiritualité-là, elle est inséparable d'une ontologie, c'est-à-dire d'une manière de concevoir le monde. Ce que le fameux David Kopelawa a très bien compris. C'est précisément parce que vous adorez les objets que vous êtes prêt à tuer autrui pour aller chercher de l'or ou des diamants. C'est parce que vous avez adoré les objets que vous êtes des extractivistes fanatiques. C'est parce que vous adorez les objets, passez-moi l'expression, mais que vous pétez le climat. Et donc effectivement, c'est parce qu'on a un regard sur le monde de consommation, pour nous, tout ce qui existe n'a aucune valeur en soi. Ce qui vaut, c'est le fait de transformer, entre guillemets, la nature par nos activités économiques. Et donc vous voyez bien que la manière dont on regarde le monde et la manière dont nous nous regardons nous-mêmes et l'idéal de réalisation de nous-mêmes que nous nous donnons sont totalement solidaires. Et on pourrait dire que c'est les deux facettes de notre spiritualité. Et donc vous voyez bien que l'aspect spirituel à l'aspect matériel ne s'opposent pas. C'est le recto et le verso, la même feuille de papier. La relation des Yanomami ou d'autres aux autres êtres humains et la relation aux très peu d'objets qu'ils ont, c'est tout autant matériel que spirituel. L'un est le recto et l'autre est le verso d'une même feuille de papier. Or, c'est ça aussi qui est l'utopie dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si on veut se sauver, il va falloir que l'on se spiritualise. Et nous spiritualiser, c'est changer notre relation au monde et le regard que l'on jette sur le monde. C'est bien pourquoi je vous parlais d'utopie, mais nous n'avons pas le choix, Sophie. C'est soit dystopie, soit utopie. Utopie, et partons d'un mot qui a été encore prononcé tout aujourd'hui, dont on entend parler depuis 3 mois, et qui est à la base de la collapsologie et à la base du renouveau de la spiritualité, c'est le mot vulnérabilité. Vulnérabilité qui ont conduit au care, aux soins, tous ces personnels soignants qu'on applaudit tous les soirs à 21h, pour les remercier, parce que ce que la crise nous a aussi apporté, c'est un renouveau sur le soin, sur la bienveillance, sans que ce soit faire une ronde et d'être super content pensant que ça va arriver très rapidement. C'est pas bisounours, c'est pas facile la coopération. Et d'accepter que, comme un nouveau-né, on est fragile, que le monde est fragile, et qu'on s'est cru tout puissant. On a cru qu'on pouvait échapper à la mort. Pas besoin de masque. Pourquoi faire, Dominique Elle sera transhumaniste, on ira tous sur Mars bientôt. Oui, exactement. Voilà, le mouvement. Et ce qu'on nous a montré, c'est qu'un tout petit microvirus arrivé parce qu'on a embêté ces pauvres chauves-souris, j'en ai pas mangé, nous ont montré que ça nous revenait en boomerang. Et de dire ça, ça peut même paraître quelquefois subversif. Attention, je pourrais invoquer Gaillard, c'est compliqué de dire ça. Non, alors je dis juste que c'est rationnel, ce sont nos collègues scientifiques qui expliquent que c'est d'origine manifeste, que c'est d'origine anthropique, et que c'est la destruction des écosystèmes qui font qu'en se rapprochant, on crée des connexions plus fortes. Oui. Et sans la reconnaissance et le sentiment qu'on est vulnérable,
à tous les niveaux, émotionnellement, politiquement, on ne pourra pas mettre en place cette interdépendance, cette coopération que font mieux que nous les autres espèces. On n'est pas capable de le faire, qui a été très bien traduit dans le texte d'Antoinette tout à l'heure également. Donc, vulnérabilité, ça veut dire interdépendance et ça veut dire reliance. Et quand on comprend ça, alors on peut monter le niveau de conscience. C'est quoi le niveau de conscience et c'est quoi l'amour? On l'a vu tout à l'heure, on n'en a pas parlé de l'amour. Moi, j'ai envie de parler d'amour. L'amour, c'est l'amour avec ses enfants, on va dire, puisqu'on est dans le care et les enfants. C'est en quoi on aime ses enfants, son mari, ou on l'aime pas. Hein, voilà. En tout cas, on aime en tout cas ses enfants dans cette filiation, parce que le confinement a créé des difficultés, peut-être aussi. On ne sait pas s'il y a plus de divorce, plus de mariage. Mais en tout cas, sur le sentiment d'amour, il peut être réduit à la famille, à la cellule familiale. Et la question, c'est est-ce qu'on peut aimer autrement? Est-ce que ce niveau de conscience, il peut s'élargir? Alors, on peut mettre un autre cercle autour, c'est les amis, les proches. Et puis, quid des autres? Est-ce qu'on est capable d'aimer ses voisins? Alors, on a découvert le sens du voisinage. Un voisin malade, personnes âgées. Est-ce qu'on est capable d'aimer, oui, le corps médical? Et d'être reconnaissant pour l'amour aussi qui nous porte une autre forme des métiers, ces bullshit jobs qu'on regardait un petit peu comme ça. Et la spiritualité, c'est aussi d'être capable d'élever cette conscience pour dire, mais est-ce que j'ai besoin pour l'instant de me poser la question, ça veut dire quoi être confiné dans une mine en Colombie ou en Bolivie ou en Afrique où on n'a pas accès à l'eau potable? Alors on te fout des masques, c'est bien les masques, mais quand tu ne bois pas, tu n'as pas d'eau, tu ne peux pas te laver, tu ne peux pas manger. Meurs de faim. Meurs pas du Covid. Meurt du faim. Alors ça, si en plus il y a le Covid, je dis pas que, mais c'est de faim et d'eau. Et de se dire que finalement ton niveau de conscience, il doit passer par imaginer que d'autres enfants meurent. Et donc te dire, bah, mon enfant, je l'aime, est-ce que je peux en aimer d'autres? Mais pour les aimer, je dois m'imaginer que c'est mon enfant qui meurt là, mais qui pourrait être au bout du monde. Et quand on fait ça, il y a une empathie qui se crée. C'est pour ça qu'on a besoin d'émotions, pour se dire ça pourrait peut-être être ton enfant. Et du coup, tu vas pouvoir peut-être élargir ton niveau de conscience, faire en sorte que l'autre enfant, bah, ça peut être le tien. Et l'idée, c'est comment tu peux arriver à élargir ce niveau de conscience au-delà de l'imagination, et pour ensuite que ça te soit insupportable, que finalement, ton mode de consommation puisse détruire en Afrique ces Africains dont on va dire que c'est à cause de la démographie que le monde se fout en l'air. C'est double injustice. Et travailler sur ce niveau de conscience, c'est pouvoir augmenter sa capacité d'élargir son cercle d'amour, au-delà de l'amour qu'on a pour sa filiation, ou pas toujours, hein, on a le droit de s'énerver. Mais enfin, voilà. Donc comment on peut élargir progressivement ce cercle concentrique pour du coup ressentir qu'on puisse avoir de l'amour pour les pangolins, pour les chauves-souris, pour les animaux, pour les écureuils, peut-être pour les arbres, pour les autres espèces, et que cette empathie, progressivement, non seulement elle s'élargisse, mais aussi qu'elle se diffuse entre espèces, auprès des animaux, peut-être pourquoi pas des minéraux. Et je dis pourquoi pas parce que quand on voit des sables, les photos des sables bitumineux, c'est monstrueux, et ces paysages de ravage de ce que ça crée pour la fracturation hydraulique, bah, on n'est pas fiers. Hein. Et puis c'est des centaines d'années avant que ça se reconstitue. Le sol, c'est 5 cm en combien d'années? En 1000 ans. Voilà. Ça donne l'espoir. Et c'est peut-être ça la spiritualité. Et c'est du coup, et je reviens au savoir engagé, c'est de se dire au fond, pour augmenter ce niveau de conscience de tous ces peuples premiers qui vont spontanément, puisqu'ils vivent en communauté. Alors le but, c'est pas qu'on vive en communauté ou qu'on les singe. Et là, je vais faire de la pub pour Nouvelle Terre aussi, sur cette collection. C'est de se dire comment est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres sur d'autres formes de savoir, en plus des savoirs qu'on a, dont on sait qu'on va droit dans le mur, et d'autres formes de savoir qui n'ont pas choisi la technologie, le disent les petits frères blancs. Nous, on a choisi d'être les gardiens de la Terre, de persévérer avec des savoirs ancestraux et différents. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître l'existence aussi de ces savoirs, qui ne sont peut-être pas scientifiques au sens où nous, on entend la science, mais qui permettent quand même aux spécialistes de la biodiversité de se rendre compte que leur gestion des communs, un terme à la mode aussi, que leur gestion des cours d'eau, que leur gestion des forêts, avec leur savoir hérité de traditions ancestrales et millénaires, leur permettent d'être résilients, si on ne vient pas les contaminer avec le Covid ou des couvertures, et passons. Et qui leur permettent d'avoir une forme de rapport à l'autre humble, solidaire, humaine. Et nous, elle est où notre humanité?
elles sont honoracimes. Et sans qu'on ait besoin de faire des stages avec du business chamanique, à se prendre pour un chaman en 48 heures. C'est pas ça, non. Non, ça va c'est pas comment marcher, nous, on ça. renoue aussi avec nos propres cultures, nos propres connaissances du terroir relocalisé. Et qu'est-ce qu'on fait de ces savoirs-là aussi. Et ça, je crois que c'est important de l'avoir à l'esprit dans l'évolution qu'on est en train de faire entre d'un côté les hommes et femmes robots et puis les terriens, parce qu'après tout, c'est des terrestres. Hein. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye aussi de faire. Totalement. C'est la suite aussi des retours sur Terre pour que la planète Terre ne se transforme pas en planète Mars. Oui, en Mars, oui. Merci Sophie Swatton, merci Dominique Beau. On va passer donc maintenant aux questions. Alors peut-être juste avant, un tout petit mot avant de passer aux questions, que vous sachiez pour les personnes qui sont sur le Facebook Live, vous pouvez sans autre rejoindre le Zoom et donc participer pour la suite, donc après ces questions, à la partie participative. Donc si vous le souhaitez, un lien Zoom vous a été envoyé sur le Facebook Live, vous avez qu'à cliquer dessus et vous serez ensuite automatiquement rajouté à la session plénière, puis ensuite redistribué dans les différents salons. Mais voilà, nous en venons maintenant aux questions que j'ai pour ma part, selon lesquelles un petit peu raccourci pour qu'on puisse en avoir plusieurs. Je vais aussi encourager les conférenciers à des réponses brèves pour qu'on puisse passer plusieurs questions. La première vient de Francis Lehmann. Pour quelles raisons ne pourrait-on pas se réjouir en partie de certains effondrements, par exemple celui de la consommation? Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Tu veux répondre? Tu en veux? Est-ce que tu veux? Alors, c'est une question un peu piège parce que ce qui caractérise quand même la condition humaine, c'est quand même souvent l'ambivalence. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui peuvent avoir une face dramatique, et puis les mêmes phénomènes peuvent aussi avoir une face qui fait signe vers l'avenir et vers quelque chose de positif. C'est par exemple dans la culture traditionnelle japonaise, un tremblement de terre, c'était jamais quelque chose de purement négatif. C'était tout. Mais pourtant, il y a des drames, il y a des morts, mais c'était en même temps vu comme ce qui permet de se reconstruire et de repartir autrement. Et donc, effectivement, des effondrements partiels, on peut les entendre de cette manière-là. Il y a cette ambivalence, mais on ne peut pas se réjouir de la face noire d'un phénomène, quand bien même ce phénomène peut aussi déboucher sur une éclaircie. Merci. Je passe à la seconde question de Mathias. Là, on va plonger dans l'actualité avec le coronavirus. La question est la suivante. Dès le début de cette crise sanitaire, le fait que les politiciens aient utilisé un vocabulaire militaire type « nous sommes en guerre »,« nous vaincrons », vous paraît-elle avoir été un choix judicieux? Tu veux que je réponde? Ouais. C'est une métaphore qui a été très mal perçue en Suisse. On n'est pas dans l'habitude d'avoir des métaphores aussi militaires. Je ne pense pas que la métaphore soit judicieuse. Je pense que, ça n'engage que moi, mais c'était une forme de fantasme guerrier peut-être d'un président en mal de guerre, ou en tout cas qui se voulait peut-être dans une forme de tradition guerrière, ou en tout cas héroïque. Mais à mon avis, quand on n'a pas suffisamment de masques en stock et quand on a géré la situation de manière aussi particulière que ça l'a été, je ne pense pas que ça a été extrêmement judicieux. Et à mon avis, un petit peu d'honnêteté, je parlais de droit à l'erreur, droit à l'expérimentation, mais c'était le moment jamais de le mettre en œuvre. Et peut-être de dire, on s'est trompé, on a fait une boulette, grosse boulette. On n'a pas assez de masques, on les a vendus, c'était une erreur. Et puis au passage, une petite mention à la Française des Jeux, qui a été vendue un mois avant, on ne sait pas trop à qui. Ça aurait été pas mal, pour au moins que l'information soit claire et transparente, de manière à ne pas avoir ensuite à grossir un nombre de mensonges de plus en plus gros sur le fait qu'il y ait une contradiction des informations et qu'on se retrouve à dire surtout ne mettez pas de masque, c'est dangereux, et puis après, mais dès que vous les avez, vous les mettez quand même. Donc il me semble que la métaphore guerrière, elle n'était pas adaptée aux moyens derrière mise en œuvre. Et peut-être que plus de modestie et de luttons ensemble et revoyons nos comportements m'aurait semblé plus judicieuse. C'est très personnel. D'accord, merci. Nous passons donc à une autre question de Stéphane et Bettina. On parle d'effondrement depuis plusieurs sessions et on peut être d'accord là-dessus.
mais il faut penser à l'état visé, au futur possible, afin d'avancer. Quels sont les éléments principaux de cet état final? Waouh! Alors, final, je ne pense pas. Si vous voulez, s'il y a encore des êtres humains sur Terre dans les milliers d'années qui viennent, le final n'a pas de sens. Là, on doit se sortir très rapidement d'une situation de destructivité gigantesque dont on n'a pas suffisamment conscience, mais qui nous détruit aussi. Et pas simplement par l'environnement, qui nous détruit aussi d'autres manières, qui nous rabougrit, qui nous transforme en petits boutiquiers britanniques et on ne voit plus rien d'autre, etc. Tout ça, c'est pas complètement génial. Donc nous, on a un effort immédiat extrêmement difficile à faire. On va vers la confrontation avec un obstacle majeur. Il faut qu'on fasse ce qu'on peut encore faire pour réduire le choc, s'y préparer, s'organiser, commencer à changer de cap, etc. C'est un effort de réorganisation sociale, mentale gigantesque. Ça suffit largement à occuper son temps. Et donc, ce qui adviendra après, eh bien, c'est d'autres générations. Nous, notre devoir, c'est d'arrêter de détruire pour qu'il y ait pas seulement de la vie humaine, mais de la vie tout court sur Terre à l'avenir. C'est déjà pas mal comme job. Si on arrive à réaliser ce job-là, une fois qu'on aura réalisé et qu'on sera revenu à une situation de pacification dans nos relations et mutuelles, hors obsession de la compétitivité et avec les autres êtres vivants et la nature en général, si on arrive à ça, c'est déjà pas mal. Alors après, qu'est-ce qu'on fera ensuite? Chaque jour suffit sa peine. Merci Dominique Beau. Une autre question de Dominique Bollinger qui touche cette fois-ci aux propositions, donc au texte que vous avez écrit. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de chiffrer ces quotas par personne, par exemple pour arriver à une planète afin de tenter à titre individuel d'essayer de les appliquer sur une base volontaire dans un premier temps? Oui. Alors, sans aucun problème, je réponds à Dominique. Absolument sans aucun problème. Alors, toute la difficulté, c'est en fait d'avoir des indicateurs agrégés. C'est-à-dire, alors c'est le cas avec l'empreinte écologique, mais en fait, dans la littérature, ce qu'on trouve de mieux aujourd'hui, c'est une espèce de mixte entre empreinte écologique et limite planétaire. Et donc, alors, ensuite, il faut bien voir qu'en fonction de nos connaissances, en fonction de l'état où on peut être, on peut affiner ces indicateurs, on peut rectifier un objectif, etc. Mais en fait, on aurait déjà les instruments. Et au moins, dans un premier temps, on dispose... Alors, on n'a pas besoin de 5G pour ça, je vous le dis tout de suite. La 3G, c'est très, très bien. Mais on peut se servir de la part d'électronique qu'on devrait garder au moins pour X décennies pour précisément que ce genre de... Il suffit simplement de mettre une puce sur nos cartes bancaires, qu'on ne puisse acheter qu'avec une carte. Et en fait, on pourrait mesurer à la louche pour tous les biens. Alors c'est assez compliqué parce qu'il y a des biens courants, il y a des biens évidemment qui sont au plus long cours. Et si vous achetez une maison dans l'année, je pense que votre quota... Voilà, il y a des petites complexités de ce type-là, mais ce n'est pas du tout impossible de mettre un instrument avec des réserves pour un certain nombre d'achats où effectivement l'imputabilité annuelle n'a pas de sens. Mais ça pourrait être fait assez facilement. On pourrait d'ailleurs imaginer qu'on se donne une année d'expérience pour que chacun éprouve où il en est, comment il arrive à se resituer par rapport à un quota auquel, qui devrait être la cible pour l'année suivante. D'accord, merci. Une question de Brigitte Ehrenbolger. Que pensez-vous de rendre autonome de tout parti politique l'écologie ? Qu'elle devienne transversale et obligatoire. De rendre l'écologie libre de tout parti pourrait peut-être aider à sortir de l'immobilisme en diminuant les forces antagonistes gauche-droite pour aller vers plus d'actions tangibles. Je suis complètement d'accord. Non, je pense que la situation est suffisamment dramatique pour qu'aucun parti ne puisse faire l'impasse sur cette situation. Et c'est un petit peu dommage que, effectivement, ces questions soient supposées réservées à un parti politique, alors qu'elles devraient être effectivement transversales. Mais est-ce que tu m'autorises un petit complément? Sur les réformes institutionnelles, je t'en supplie. Non, mais les troisième chambres, on aurait beaucoup de choses à dire. Non, simplement sur le fond, simplement en complément de ce que tu as dit. Moi, je distinguerais deux choses. Je distinguerais le Nouvel-Orient.
C'est-à-dire jusqu'à maintenant, et je l'ai rappelé avec la spiritualité, Sophie l'a rappelé aussi, par antithèse avec le Caire, etc. Notre objectif, c'était s'empiffrer, accumuler, compétitivité, etc. Et en fait, l'objectif de la modernité, c'était un enrichissement matériel croissant avec une redistribution qui devait quand même pas être trop zinzin. Maintenant, elle le devient un peu. Ça, c'était l'objectif général des modernes. Et puis, à l'intérieur de ça, on pouvait avoir une interprétation gauche, une interprétation droite. L'interprétation gauche, c'est qu'il fallait rationaliser la production pour produire un maximum. L'interprétation droite, c'est qu'il fallait libérer l'initiative individuelle. Puis ensuite, on avait une richesse, il fallait la redistribuer. Donc l'interprétation gauche, c'était plutôt une égalité arithmétique, donc égalitaire, et plus proportionnée, plus proportionnelle, géométrique, côté droit. Il faudrait faire la même chose, mais avec un Orient différent. L'Orient aujourd'hui, c'est arrêter de détruire et restaurer le vivant autour de nous et les capacités du système Terre. Ça, à gauche comme à droite, on devrait être d'accord là-dessus. Puis on pourrait, parce que c'est le propre de la société, c'est le propre des humains, on n'est jamais tous d'accord. Il suffit qu'il y ait 3 personnes dans un endroit pour qu'on ne soit pas d'accord. Et bien, donc du coup, si nos désaccords interprètent cette orientation générale, ce n'est pas forcément un problème, c'est comme ça qu'une société doit aller. Mais quand on a un tiers qui pense, en gros, qu'il faut continuer à foncer, à tout détruire, c'est difficile. Et que les gens ne s'habituent pas trop de consommer. Ben oui. Merci. Une question de Lucas, qui est adressée plus spécialement à Sophie Swatton. Une motion a été déposée au Parlement jurassien pour adopter le revenu de transition écologique. Néanmoins, en regardant le processus, il faudrait au minimum 2 ans après l'acceptation du Parlement pour qu'une loi soit introduite. Est-ce qu'on peut encore compter sur l'inertie et la lenteur du biais conventionnel face à l'urgence ? Joker. Alors, je trouve que c'est très bien qu'il y ait des initiatives. On voit la différence entre la Suisse et la France. C'est que les parlementaires français devraient peut-être s'inspirer de ce qui se passe. Helvétiser la France, qui était, je te fais de la pub, un très bon livre de Dominique Bourg, qui a été très mal accueilli en France. Je ne l'ai vendu qu'en Suisse. Il a été vendu qu'en Suisse. Et moi, je vous le conseille vivement. Il s'appelle Helvétiser la France. Il est excellent. Et donc, on voit comment, en même temps, il peut y avoir comme ça des mesures qui soient déposées sans qu'on ait besoin de repasser par et que ça soit très long. Donc en même temps, à la fois c'est rapide dans la manière dont c'est fait sur les processus et en même temps c'est très long. Et c'est là où je reviens sur la science engagée. Et effectivement, avec la Fondation Zoën et puis avec des équipes de chercheurs, des élus, des gens qui nous demandent de mettre ça en œuvre, on n'attend pas 2 ans, mais en même temps, on a besoin du soutien des politiques pour activer, je parle aussi au niveau des financements, parce que les ressources sont aussi limitées de ce que les communes, les acteurs privés peuvent mettre. On aurait besoin aussi de ce changement d'échelle. Donc je dirais, oui, il faudrait que ça aille un peu plus vite, je suis d'accord. Merci. Et une dernière question, on va replonger dans l'actualité de la pandémie. Une question de Chapereau. L'expérience de la pandémie ne démontre-t-elle pas que la tentation est grande de se ruer sur des solutions technologiques, par exemple l'accélération programmée de la délocalisation des tâches exécutables à distance, pour parler littérature, le successeur de Pierre de Truon. 2, que nous avons tous accepté de cesser d'agir. Alors du coup, je la repose. Redis-moi la pointe de la question. Oui, c'était l'expérience de la pandémie. C'est le pangolin qui m'a fait partir. Non, l'expérience de la pandémie ne démontre-t-elle pas, donc premier point, que la tentation est grande de se ruer sur des solutions technologiques, et deuxième point, que nous avons tous accepté de cesser d'agir. La pandémie, c'est un très bon exemple parce que, en tout cas, tant qu'on n'a pas de vaccin, on n'a rien d'autre à faire que les gestes barrières. Donc en fait, ce n'est pas des technos, c'est que du pur comportement. Et puis ensuite, le vaccin, il va aussi nous ramener à des questions de comportement. Déjà, sa fiabilité, la façon dont il va être fait, son acceptabilité, la manière dont on va le répartir, etc. Donc en fait, c'est vraiment un fantasme occidental que de croire qu'il y a des solutions technologiques. Et franchement, s'il y a encore des gens qui le croient, ils liront
ta partie sur le sujet dans ton livre où tu commentes Turner, c'est très bien fait et il y a une excellente réponse à cette question. Merci. Alors, on va s'arrêter là pour les questions. Désolé pour celles et ceux qui n'auront pas vu leurs questions posées, mais il y en a beaucoup, donc on a dû sélectionner. J'aimerais moi-même, mais aussi au nom de, je pense, tous les spectateurs, vous remercier chaleureusement pour cette belle conférence. Donc Sophie Swaton et Dominique Bourg. Nous passons maintenant à l'Assemblée participative. Alors je le répète, pour tous ceux qui ont suivi la conférence sur le Facebook Live, vous pouvez la rejoindre. Donc cliquez sur le lien Zoom qui est mis à disposition sur Facebook. Car sachez, le Facebook Live va se terminer et nous allons donc basculer uniquement sur le Zoom, où nous allons donc pour cette partie participative travailler sur les gestes barrières, excusez-moi. Donc imaginez les gestes barrières qu'on voudrait maintenir ou au contraire éviter dans le monde d'après. Vous verrez, je n'explique pas plus, les modérateurs seront là donc dans les différents salons pour vous donner l'exercice dans les détails. Sachez donc que la participation dans les salons durera 45 minutes, suite à quoi vous serez redéployé dans une session plénière. Alors, je le répète encore une fois, ne touchez rien à vos Zooms, vos micros vont être désenclenchés, vous pourrez parler, vous allez être automatiquement dirigé dans des salons de manière aléatoire dans lesquels vous serez accueilli par un modérateur de l'UNIL. Et dans l'attente, on a une petite surprise pour vous qui est sous la forme d'une Laude, qui a été donc une pièce sonore qui a été réalisée par 3 séminaristes, donc séminaristes de l'après-midi du cycle, dont je vais vous faire la présentation. Alors, dans le cadre du séminaire des possibles, une dizaine de chercheurs de l'UNIL et d'artistes de la scène se sont réunis lors de plusieurs après-midi de discussion et de partage. Parmi eux et elles, la musicienne Olivia Pedroli, l'anthropologue Alexandre Grandjean et la danseuse et chorégraphe Yasmine Hugonnet ont décidé de collaborer ensemble à l'adaptation d'une pièce sonore reprenant l'un des tubes du XIIIe siècle, la Lauda Oye mi lasso. Entrecoupée d'extraits du rapport du GIEC aux décideurs, cette pièce sonore reprend les codes du genre musical des laudés, c'est-à-dire de chants sacrés en langue vernaculaire, souvent polyphoniques et permettant une grande variation des registres d'interprétation. D'abord originaire de Toscane, ce genre s'est popularisé dans toute l'Europe en véhiculant une nouvelle expression des espérances et des craintes d'une existence chrétienne ou alors simplement humaine. Quelques 7 siècles plus tard, nos principes d'espérance et de confiance ont quitté les carcans religieux judéo-chrétiens et se sont complexifiés et abreuvés de multiples sources. Néanmoins, face à la prise de conscience progressive d'une urgence climatique, les sociétés humaines occidentales ne sont pas moins travaillées de l'intérieur par une mélancolie écologique profonde. Dans ce projet sonore, Olivia Pedroli, Alexandre Grandjean et Yasmine Hugonnet explorent les entrelacements de voix et les discours, les cacophonies, les crises de la confiance, les incertitudes qui caractérisent notre époque. Le parti pris de cette pièce est celui de préparer à un futur écologique ambivalent, à la fois radieux dans ses promesses de changement et cependant terriblement sombre dans ses implications et ce que nous percevons alors du monde qui nous entoure. Cette lauda reprend en grande partie les arrangements du compositeur britannique Gavin Bryars, ainsi qu'une partie de ses traductions anglaises de la Lauda Oye mi lasso. Plusieurs strophes sont des ajouts et des recompositions d'Alexandre Grandjean. La musique et l'interprétation vocale sont signées par Olivia Pedroli. Les extraits du rapport du GIEC aux décideurs suivent une progression thématique, mais également jouent avec les rythmes et les accents des indices de confiance qui ponctuent cette littérature académique. Ceux-ci sont mis en voix par Yasmine Hugonnet. Ah, poor me, my heart is cold. For does it not sigh with love enough to die? Melancholia rages of the
is only far-sighted superficial irony, ambiguity. Les vagues de chaleur océanique ont déjà provoqué à grande échelle des phénomènes de blanchiment du corail dont la fréquence augmente. Degré de confiance très élevé. You should have passed, false and thankless heart, villainous, blind, lazy and negligent. Who danced peaceful certitudes, who hazed confidence. Le changement climatique anthropique a augmenté de manière visible les précipitations, degré de confiance moyen, medium confidence, les vents, degré de confiance faible, low confidence, et les phénomènes de niveau marin extrême, degré de confiance élevé. high confidence, You should have passed, false and thankless heart, villainous, blind, lazy and negligent. Who unclaps that? Who unclaps that? Who distorted confidence? Selon les projections, le changement climatique et la désertification des zones arides devraient diminuer le rendement des cultures et du bétail. Degré de confiance très élevé. Des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes ou à évolution lente peuvent mener à l'augmentation des déplacements, à des perturbations des chaînes d'approvisionnement, à des menaces envers les moyens de subsistance, degré de confiance élevé, et contribuer à l'intensification des risques de conflit, degré de confiance moyen. Rages on the earth. It has no smell, it has no taste, no vanity. It isn't planned and wanted, tentacular to the flesh. It isn't planned and wanted, tentacular to the flesh. Ah, poor me, my heart is cold. For a blackbird's recital is enough to die. Des actions à court terme de promotion de la gestion durable des terres aideront à réduire les vulnérabilités liées à l'alimentation et au territoire, à créer des moyens de subsistance plus résilients, à réduire la dégradation des sols et la désertification, et le déclin de la biodiversité, medium degré de confidence, confiance élevé, degré de confiance faible,
Very low medium confidence. confidence, Degré de confiance élevé. very high, very high, Degré de confiance très élevé. Medium Medium. confidence. Degré de confiance Medium moyen. Confidence. high confidence, High confidence. Confiance moyenne. medium confidence.